Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans votre espace économique sur Canal Algérie. L'Heure Éco vous propose dans ce premier numéro de 2023 une émission sur l'énergie dans un monde qui connaît une crise énergétique prolongée causée bien sûr par le conflit russo-ukrainien. La demande n'a jamais été aussi importante, les marchés s'affolent aux moindres annonces et cherchent plus que jamais des fournisseurs stables. Les prix du pétrole connaissent un rebond ces dernières semaines. Certains spécialistes prédisent un prix du baril de Brent entre 80 et 90 $ cette année. Les plus optimistes parlent de 100 $ durant la même année. Quel rôle pour l'Alliance OPEP+? Parviendra-t-elle à maintenir les marchés en équilibre l'année prochaine? 2023, l'année où le président de la République a appelé à doubler le volume des exportations de gaz de notre pays. Nous verrons avec mes invités comment notre pays peut tirer profit de cette position et se positionner plus que jamais comme un acteur énergétique fiable et incontournable dans le bassin euro-méditerranéen. Pour en parler, j'ai le plaisir ce soir de recevoir Monsieur Ali Kefaifi. Vous êtes expert en énergie et stratégie économique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je reçois également Chouaib Boutamine. Vous êtes expert en énergie également. Merci à tous les deux de participer à ce numéro de l'Heure Éco que nous avons choisi d'intituler Prix des énergies. Quelle projection pour 2023? Et je commence avec vous, Monsieur Kefaifi. Votre expérience dans le domaine est très longue et importante. Parlons tout d'abord de cette situation internationale qui est causée par une perturbation des prix des énergies, une crise énergétique comme on n'en a pas vu depuis peut-être la Seconde Guerre mondiale à cause des répercussions de ce conflit russo-ukrainien. Merci de m'avoir invité. Effectivement, nous sommes à un point qui est assez particulier vis-à-vis des décennies passées, tant au niveau énergétique qu'au niveau économique. Mais aussi, tant pour le court terme, c'est-à-dire l'immédiat, cet hiver, que pour le 2023, que pour le moyen terme, le long terme et le très long terme. Et ce, sur tous les plans. Non seulement qui concerne donc l'énergie, qui concerne l'économie, et plus que ça, la géostratégie. Et certains même, peut-être, n'hésitent pas à parler de nouveaux mondes bipolaires, tripolaires, au lieu de monopolaires, comme c'est le cas depuis la Deuxième Guerre mondiale. Au niveau de l'énergie, maintenant, concentrons-nous, si vous le voulez bien, sur l'énergie. Il y a, si vous voulez, à court terme, des problèmes assez sérieux quant au marché, tant du gaz que du pétrole. Et ce qui provoque, donc c'est pour répondre aussi à votre question en matière de prix, ce qui provoque une situation de volatilité des prix. L'un des problèmes, c'est la volatilité des prix, donc qui empêche de faire des prévisions, par exemple au niveau investissement. C'est un point très important parce que vous parlez et vous insistez sur le court terme et ce conflit a redistribué les cartes et nous impose aussi une autre façon de réfléchir et de maintenir nos stratégies. Monsieur Boutamine, ce que disait Monsieur Kefaifi, c'est que le moyen terme, le court terme est très important aujourd'hui et il faut bien sûr penser au court terme avant d'aller au moyen et au long terme parce que la situation nous impose cela. Exactement. Bonsoir. Premièrement, meilleurs vœux pour vous et pour tous les Algériens et pour tout le monde. Exactement, je crois qu'il fallait y aller directement. Quand on parle d'énergie aujourd'hui, il faut y aller directement au problème russo-ukrainien. C'est le problème vraiment qui règne sur la scène énergétique mondiale. Alors, une fois la guerre a commencé février passé, 2022, alors les prix ont pris vraiment une courbe grimpante et c'est tout à fait normal parce que la Russie est un grand pays énergétique qui produit plus de 750 milliards de mètres cubes de gaz naturel par an. La Russie qui produit plus de 10,5 millions de barils par jour de pétrole. Alors c'est tout à fait normal
que les prix prennent d'autres chemins grimpants, c'est normal. Je crois que la dimension de cette guerre en Ukraine a des impacts directement sur l'impact économique, et bien sûr, on doit parler de l'énergie. Le problème, quand on parle en court terme, je crois que l'Europe maintenant, parce que je parle souvent de l'Europe, parce que c'est là où il y a le grand problème énergétique. Alors, quand on parle de court terme, il y a les short terms, le problème de l'Europe maintenant, c'est de régler, de trouver une solution à ce manque d'énergie. Il y avait une certaine énergie, il y avait des pipes de gaz qui relient la Russie vers l'Europe. Et ce qui se passe maintenant, c'est supply disruption. C'est un problème d'approvisionnement. Ce n'est pas un problème de manque de pétrole ou de gaz. Dans le monde, aujourd'hui, on consomme 4 trillions mètres cubes de gaz par an. Et le pétrole, on consomme à peu près 100 millions de barils par jour. Alors, ces quantités-là sont toujours disponibles. Il y a un problème de disruption, il y a un problème d'approvisionnement. Comment il est ce problème ? La Russie est le voisin de l'Europe. Il y avait des pipes, il y avait des chemins, des particules de gaz, des particules de pétrole qui s'acheminent vers l'Europe. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui ? Les particules de gaz, du pétrole, vont partir aléatoirement vers d'autres destinations, vers la Chine, vers l'Inde, vers des spéculateurs. Et je dois ouvrir la parenthèse ici, parce que le plafonnement qui a été imposé par l'Union européenne avec le G7 et l'Australie, cette décision-là unilatérale va vraiment toucher le marché énergétique mondial. Pourquoi ? On va ouvrir la porte à ce qu'on appelle third party. Ça veut dire, au lieu qu'un État va acheter le pétrole de l'Algérie ou de la Russie ou de l'Arabie Saoudite, on a ouvert la porte, la fenêtre aux spéculateurs qui achètent et qui revendent. Qui achètent et qui revendent, mais je dois citer dans cet exemple-là, il y a 2 pays qui sont, moi, que je vois, qui sont il y en a des pivots qui vont assurer cette transition-là. C'est la Turquie et la Chine. Pourquoi la Turquie ? Parce que, vous le savez, ils ont de bonnes relations avec l'Europe. Ils peuvent acheter, je crois qu'ils deviennent un hub énergétique pour l'Europe. Et l'Europe, au lieu d'acheter directement de la Russie, elle va l'acheter de la Turquie, mais avec un prix 2 ou 3 fois. On va voir l'avis de M. Kefeifi. Alors, on va vers un hub de l'énergie et les prix vont peut-être augmenter. Ed Morse, qui est responsable mondial de la recherche en matière première chez Citi, il parle des projections entre 80 et $90 le baril. D'autres, sont plus optimistes, parlent de $100 le baril de pétrole en 2023. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? En fait, c'est pour ça qu'il faut distinguer le court terme, très court terme, et puis le moyen terme, si vous voulez. En matière de prix, il faut suivre un peu les études. L'un des organismes les plus riches en statistiques et puis en analyse, c'est le département d'État américain. Et les études qu'ils font, ils prennent toujours, bien sûr, une moyenne qui se situe un peu au-dessus, enfin, il faut revenir à l'économie, au-dessus de ce qu'on appelle les coûts marginaux. Et les coûts marginaux, si vous voulez, ils sont très, très clairs. C'est à peu près de l'ordre de, disons, $70-80 par baril. Je parle pour le pétrole. Et en ce qui concerne donc ce qu'ils prennent, ils prennent quelque chose qui se situe en dollars réels par rapport à ces coûts marginaux, mais aussi, ils considèrent 2 autres options, et ça rejoint donc Morse, ça rejoint les différents experts, et ils prennent aussi une hypothèse maxi, donc qui peut se situer dans les 120, $130, et en dessous, qui peut se situer dans les $70-80. Pourquoi on s'arrête à 120 ? Donc je vais parler de coût marginal, qui indique un peu, disons, la moyenne, disons la plus probable, en dehors de grands événements. Donc c'est à peu près $70-80. Ce ne sera peut-être pas le cas en 2023, mais si la guerre en Ukraine s'arrête, si la croissance continue comme elle est,
en Chine, bien sûr, en Chine. Et la Chine qui est menacée par une autre vague de pandémie de coronavirus. Pandémie, il y a une corrélation très forte. Ouais, maintenant, l'économie connaît ça, donc les corrélations entre la pandémie et puis la future croissance. On a vu d'ailleurs comment les prix ont baissé quand la pandémie a été à son paroxysme, pas uniquement en Chine, mais dans un certain nombre de pays, parce que la demande a fortement baissé, et donc les prix ont naturellement diminué. Et c'est pour ça que vous avez maintenant le phénomène de volatilité, que ce soit pour le pétrole ou pour le gaz. Il y a des prix qu'on n'a jamais vus, si vous voulez, de mémoire de vivants. Enfin, j'exagère un peu. D'analystes. Pour le pétrole, les prix sont montés, ils risquent de monter encore l'an prochain, quoiqu'il y a un équilibre qui est apporté par les pays de l'OCDE. Si vous voulez, l'an prochain, on considère qu'il y aura une augmentation du marché de l'ordre de 0,8, 0,2, 10, à peu près 2, 1, 2. Ça risque de changer en fonction de ce qui se passe en Ukraine. Sur ces 2, disons, 2,2 millions barils jour, donc sur les 99,6 qui ont été consommés l'an dernier, donc on s'attend l'an prochain à 101,8. L'OPEP, qui ne vient qu'après, parce qu'elle stabilise le marché, donc sur ces 2,2 millions de barils jour supplémentaires qu'il faudra produire en plus. Marché, ouais. Donc il y a les pays de l'OCDE, dont les États-Unis, qui vont produire à peu près 1,5, et le reste, donc c'est les autres pays. Mais dans ce 1,5, je voudrais dire une chose, les États-Unis, ils sont sur 1,5 baril jour, ils y sont pour 0,7 millions. 0,7 millions, ça correspond à ce que l'Algérie exporte. Mais aussi, c'est pour dire l'autre élément, c'est la technologie. Les États-Unis ont investi dans les hydrocarbures non conventionnels depuis 1980. Nous allons parler des hydrocarbures non conventionnels dans un instant, mais avant cela, j'ai envie d'avoir votre avis, Monsieur Botamine. Monsieur Kefaifi a parlé du rôle de l'OPEP. Elle aura quel rôle, selon vous, cette organisation OPEP+, en 2023 pour stabiliser les prix? Très bien, très bonne question. Je crois qu'après le plafonnement qui a été déclaré par l'Union européenne, on avait déjà la réaction russe de diminuer les exportations de 500 à 700 000 barils par jour. Et les Russes vont arrêter l'acheminement de pétrole vers ces pays européens à partir du mois de février 2023. Ça, c'est déjà une réaction. La Russie fait partie de l'OPEC+. D'accord ? L'OPEC n'a pas encore répondu. Les pays de l'OPEC n'ont pas encore répondu. L'Arabie Saoudite, l'Algérie, bon, c'est un bloc. Alors, on n'a pas encore de réaction de ces pays-là. Je crois que si on parle de prix de pétrole, je crois, comme j'ai déjà parlé, qu'il y a un problème de disruption, un problème de défaillance de distribution. Les quantités sont disponibles, d'accord. Je crois qu'on va aller avec cette incertitude pendant 3 à 5 ans. Le jour où les Européens trouvent les chemins, ce qu'ils cherchent, ça veut dire ils trouvent la Turquie par exemple, ils trouvent la Chine parce qu'ils vont acheter le pétrole russe d'une manière indirecte. C'est ce qui se fait aujourd'hui d'ailleurs. Exactement, d'une manière black, d'une manière non officielle, d'accord. Mais peut-être qu'ils vont l'officialiser, d'accord. Alors le jour de mettre en place cette logistique en place, de trouver une solution d'acheminement déjà, parce que maintenant c'est ça le problème. Il y aura plus de gaz vers l'Europe en quelques mois. L'Angleterre a déclaré auparavant, à partir du 1er janvier 2023, d'hier, elle ne va plus prendre le gaz russe. Alors maintenant, ce qui se passe en Europe, c'est qu'ils ont un problème d'approvisionnement. Alors le temps de régler ce problème-là, je crois que les prix, ils vont atteindre les 100, les 110 ou les 120 $, mais ils vont baisser. C'est l'incertitude. Personne qui pourra nous donner un prix fixe. Mais je crois, d'ici 3, 4 ans, 5 ans,
Le jour où les Européens puissent trouver des solutions, régler le problème d'approvisionnement, je crois que c'est à partir de 2026-2027 qu'on pourra parler d'un peu de prix de pétrole un peu plus stable. Je crois peut-être 80, peut-être 70. Mais dans cette période-là, d'ici 2026-2027, je crois que c'est de l'incertitude. Et nous allons évoquer justement en dernière partie de cette émission les énergies renouvelables et le rapport justement, l'apport de ces énergies renouvelables dans le mix énergétique. Mais c'est une question que je vous pose, Monsieur Kefaifi. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'on peut aller directement vers les énergies renouvelables, ou alors c'est une stratégie qui va crescendo, on va vers un mix énergétique en impliquant un certain nombre d'énergies. Alors il y a le solaire, il y a l'hydrogène, il y a l'éolien, il y a l'hydrolien aussi. Ça va se faire comment? Vous qui insistez sur le court terme. Il faut agir, toujours avoir, si vous voulez, un modèle énergétique global. Ce modèle énergétique devient nécessaire parce qu'il y a, depuis qu'il y a eu même la guerre en Ukraine, même avant, un principe qui joue maintenant, c'est la substituabilité entre les différentes formes d'énergie. Comment elle s'est exprimée? Par exemple, comme on avait eu besoin du gaz, et même certains pays réduisent leur consommation de gaz pour utiliser un peu plus de fuel oil, donc de pétrole un peu lourd, pour faire de l'électricité, pour faire marcher les turbines et fabriquer de l'électricité. Les prix du gaz sont montés à des niveaux inconnus de mémoire, j'allais dire, d'analystes. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Ces prix sont à 360-380 $ par mégawattheure. Pourquoi on dit mégawattheure? C'est par référence à l'électricité. Ouais. Donc il faut diviser à peu près par 3. Donc 360, 380 par 3, 360, je prends 360 par 3, donc ça fait 120. Donc 120 $ par million de BTU. Et donc ces prix sont très, très élevés. Il y a substituabilité entre le pétrole et le gaz, et c'est pour ça que la Chine, c'est pour nous reprendre un peu, l'Asie consomme un peu moins de gaz depuis que l'Europe est demandeur de gaz. Et l'Europe, c'est donc l'Allemagne et puis tous les autres pays d'Europe. Cette substituabilité entre les différentes formes de l'énergie a commencé à jouer il y a plusieurs années. Pour le solaire, pour l'éolien. Je parle de l'ensemble des pays. Et pour l'hydrogène, depuis quelques années. L'éolien et le solaire, c'est à cause de l'économie. Si vous voulez, les coûts pour le solaire sont devenus très bas. Ces coûts ne sont pas les mêmes. Il faut, si vous voulez, aller regarder un peu mieux pour comprendre pourquoi l'Algérie a une position différente de l'Allemagne. L'Algérie, nous avons du solaire en très grande quantité, de très beaux atlas solaires. Les prix maintenant sont très bas, mais nous avons comme concurrent, c'est pour revenir à l'énergie renouvelable, comme concurrent le gaz naturel. Le gaz naturel, quelque part au Sahara, enfin je ne me le rappelle pas, mais pour plaisanter, à la sortie de Hasser Maloula, il n'est pas, comme c'était le cas en France pendant des années, à 8 $, comme c'est maintenant à 50 $ au TTF, donc aux Pays-Bas, qui sert de référentiel. À la sortie, je ne sais pas, je ne me rappelle pas, mais disons que quelques dollars, c'est énorme. Donc quand vous faites votre électricité avec quelques dollars, ça revient beaucoup moins cher, par exemple, que l'éolien. Donc le solaire, les prix ont baissé, donc il devient compétitif. L'hydrogène le sera, mais dans quelques années. Et l'hydrogène avec un investissement conséquent aussi pour développer la technologie. C'est ça. Et maîtriser la technologie. Et c'est pour ça qu'on parle, chaque pays est un cas particulier. Pour l'hydrogène, si vous voulez, nos amis, enfin je dis amis entre guillemets parce qu'il n'y a pas de pays amis, il n'y a que des intérêts. Je le sais parce que j'ai travaillé dans une société allemande d'engineering il y a assez longtemps. C'est cette société qui a développé justement et qui va développer les futurs
cellules d'électrolyse qui seront compétitives au niveau prix vers 2030. C'est une bonne transition parce que nous allons parler de l'Algérie aujourd'hui, maintenant, Monsieur Botamine, avec ces cartes qui sont redistribuées à travers le monde dans le domaine énergétique. L'Algérie fait partie des fournisseurs stables, elle a toujours honoré ses contrats avec ses partenaires, notamment européens. Comment elle peut se positionner davantage comme un pays stable, comme un partenaire stratégique, notamment avec des pays européens? Très bien. Je pense que le choix pour l'Algérie d'aller vers les énergies renouvelables, ce n'est pas un choix, c'est une nécessité. Parce que l'Algérie, depuis quelques décennies, est exportateur d'énergie. L'Europe maintenant et le monde va aux énergies renouvelables. Ça veut dire qu'il remplace les énergies fossiles par les énergies renouvelables, sur priorité. L'Allemagne aujourd'hui, la génération d'électricité, la génération d'électricité est plus de 45% qui provient des énergies renouvelables. D'ici 2030, pour l'Allemagne, ils vont produire de l'électricité à 80% à partir des énergies renouvelables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Algérie, pour nous, on doit toujours exporter de l'énergie, quelle que soit sa source. Fossile, gaz, il y a une énergie fossile, soit gaz, soit pétrole, ou soit éolien, soit énergie éolienne, ou soit solaire. Il faut toujours garder notre part de marché sur le marché international, sur le marché mondial. Eux, maintenant, ils choisissent d'y aller vers les énergies renouvelables. Ça veut dire ils remplacent une part du fossile par une part du renouvelable. Nous, en Algérie, on doit profiter de notre existence géographique qui est très proche de l'Europe. Il y a peu de pays dans le monde qui peuvent nous concurrencer dans ce sens-là. Malgré qu'ils ont la Norvège. La Norvège, ils ont des énergies fossiles, mais ils n'ont pas le solaire algérien. Dans l'avenir, d'ici 15 ans, 20 ans, la Norvège ne pourra pas concurrencer l'Algérie en matière d'énergie renouvelable, en matière d'énergie en général. Le Qatar, les États-Unis aussi ne peuvent pas nous concurrencer dans le domaine de l'électricité. On peut exporter parce qu'on doit profiter de notre existence géographique qui est très à quelques miles, quelques kilomètres de l'Europe. Alors le choix de l'Algérie maintenant, on a un excès d'électricité de production, d'électricité journalière de 10 000 mégawatts. Alors l'excès d'électricité qui est déjà disponible, on peut l'exporter en avenir. Justement, dernièrement, le président de la République avait parlé justement de la nécessité, enfin de l'offre en tout cas de l'Algérie pour exporter son excédent d'électricité. Il avait parlé des 270 km qui séparent l'Algérie, les frontières algériennes aux frontières italiennes. Donc c'est un projet qui est dans les pipes. Est-ce que c'est facile d'exporter de l'électricité d'abord? C'est une question que je vous pose à vous deux. Je crois que le problème, c'est les pertes de charge. C'est la première. En tant qu'ingénieur, la première question qui est en tête, c'est les pertes de charge. D'accord. On va perdre quelques électricités en le transportant. Mais on revient toujours à l'aspect économique. Si on exporte le mètre cube de gaz en JNL, je parle pour JNL parce que JNL, je pense qu'elle va rapporter plus, beaucoup plus économiquement, beaucoup plus que le pipe. Le JNL, je crois, c'est l'avenir. Moi, je suis quelqu'un qui pousse toujours pour le JNL parce que avec le plafonnement de l'Union européenne, je dois toujours revenir à ça. Ils ont plafonné le gaz à 180 € le mégawatt-heure. Ça veut dire, pour nous, comme producteurs, comme exportateurs d'énergie, on doit ouvrir nos yeux. Et une décision que l'Algérie a refutée d'ailleurs. Hein. Exactement, c'est tout à fait normal, c'est une décision unilatérale. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'on doit regarder à droite et à gauche. On a l'option aujourd'hui, on doit chercher d'autres peut-être clients qui ne vont pas plafonner notre gaz, notre pétrole, parce qu'eux, aujourd'hui, ils sont en crise. Ils sont en crise, ils ont besoin d'énergie, ils l'ont plafonné à 180. Mais d'ici 2027, 2028, une fois ils auront leur capacité d'électricité à partir des énergies renouvelables, ils peuvent le plafonner à 80, 70 €. C'est quand même drôle, monsieur Kefaifi, vous qui êtes expert pendant des années, de parler de marché libre et de prix libre, et c'est le marché qui fixe les prix. Et du jour au lendemain, quand ça ne nous arrange pas, on va les fixer, et sous forme comme ça d'inquisition, pour dire ça se passe comme ça, si vous voulez nous vendre du gaz, ça va être tant. Ben, l'Algérie a refusé. Ce qui est une bonne chose, si vous voulez, pour
l'OPEP, parce que l'OPEP, donc, elle est là pour stabiliser les prix du pétrole. Jusqu'à présent, elle était dans une position difficile. Quoi qu'on oublie, c'est pour ça que je reviens à l'histoire, tout ça. Le premier cartel du monde, c'était les 7 sœurs, c'était les entreprises pétrolières. Exactement. Jusqu'en 1960. Les gens ne le savent pas, mais pendant des décennies, il y avait le cartel des ciments. Bien sûr, je ne cite pas les entreprises, mais il y avait, si vous voulez, c'est un excellent argument pour l'OPEP que l'Allemagne soit revenue auprès, disons, pas de ses troupes, mais auprès des pays amis, donc de l'Union européenne, pour dire j'accepte donc ce que vous proposez, mais l'Allemagne soutenait, avant qu'elle ne prenne cette décision définitivement, par respect pour les autres pays européens, elle soutenait le libre marché. Donc, ceci est un point. L'autre point, je reviens à la question que vous posiez, qui est une question c'est une question de nature économique, plus que technique. Sur pourquoi l'électricité. Ce qu'il y a, si vous voulez, il faut toujours, je reviens toujours moi à l'économie, au coût. L'Algérie est très très bien placée. Pourquoi ? Il y a, heureusement, nous avons découvert ce qui existait, c'est-à-dire le marché européen. Il consomme à peu près 500 milliards de mètres cubes, 550 je crois, et il ne produit que 200, 230. Et ça sera le cas pendant tout le temps. Nous avons le marché européen pendant 10, 15 ans, le temps qu'il aille vers d'autres énergies, mais il y aura le marché africain aussi. Nous avons. On l'oublie un peu. Pour l'électricité, le coût de transport pour ces deux marchés, donc surtout pour le marché européen, il est accessible à l'Algérie si on transfère l'électricité, mais disons le courant alternatif. Parce que le courant continu, la technologie avance. Tous les 50, 100 km, il faut une sorte de convertisseur, d'amplificateur. Si vous voulez, mais c'est les mêmes problèmes pour tout le monde, y compris pour des voisins que je ne citerai pas. En plus dans l'offshore. Vous êtes en train de nous dire c'est ce que permet la technologie actuellement. Peut-être dans quelques années, on trouvera d'autres solutions qui permettent de diminuer cette perdition en route, c'est ça ? Oui, exactement, parce que le problème qui sera posé, c'est l'offshore, parce qu'on transportait l'électricité en air, on le transportait dans des câbles sous-marins. C'est ça qui va faire la différence. Je dois noter ici le problème aussi le transport de l'hydrogène. Ouais. Le problème, il y a un problème majeur pour le transport de l'hydrogène. L'hydrogène a des points faibles par rapport au GNL. Le GNL, pour le transporter, on rentre ici dans la cryogénie, il faut aller à moins 160 degrés pour transporter le GNL. Pour l'hydrogène, il faut y aller à moins 250 degrés. Ça veut dire le transport de l'hydrogène, son problème, c'est qu'il fait ce qu'on appelle pipe embrittlement. Il fait la fragilisation du pipe, d'accord ? Parce que l'hydrogène, le pipe de l'hydrogène ou le pipe du gaz existant, on doit faire un upgrade. Pour le pipe existant maintenant, pour le pipe. Alors, on a besoin d'une technologie vraiment énorme pour transporter. Et c'est des questions de sécurité aussi qui sont plus importantes et plus contraignantes. Exactement. Et le problème de l'hydrogène, c'est pas seulement son transport, c'est le problème de la regasification. Parce que pour la regasification, déjà, pour diminuer la température à moins de 250 degrés, on aura besoin de grands compresseurs. Des supports et les grandes pressions, d'accord. Par rapport à la regasification, c'est la même chose. On aura besoin de des appareils spéciaux plus par rapport économiquement qui vont coûter plus cher, d'accord. Et même pour le volume, l'investissement c'est plus important par rapport au GNL. Ça veut dire, l'erreur fatale qui a été commise par les Européens, c'est que d'un jour à l'autre, et ils décident de ne plus prendre le gaz russe ou le pétrole russe. Je crois que vraiment c'est une décision qui va
qui va coûter très très cher pour l'économie européenne. On le voit déjà avec Exactement. Une inflation galopante. Oui, des pourcents. Il y a la société BASF, M. Kfeifi, on connaît sa société, une grande société de pétrochimie allemande. Elle est leader en Europe et même elle est parmi les grandes sociétés qui fabriquent la pétrochimie dans le monde. C'est ce qui se passe aujourd'hui. À cause des coûts de l'énergie qui sont vraiment très hauts en Europe, le gaz, en 2021, ou janvier-février 2021, le 1 BTU a été à 20-30 euros. Aujourd'hui, elle est à 80, 82, 70. L'été passé, elle était à 350 euros. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait, cette société-là? Elle est partie en Chine pour investir 10 milliards de dollars. Elle a perdu l'année passée 2 milliards de dollars à cause des prix de l'énergie qui sont très hauts. Il y a pas mal d'usines en Allemagne, en Europe, qui ne fonctionnent pas ou qui fonctionnent partiellement à cause de l'énergie. Alors si on parle toujours de l'énergie, l'Algérie, je crois, aujourd'hui, c'est vraiment la bonne destination. Pourquoi la bonne destination? L'Algérie a les deux options, au contraire en Norvège. L'Algérie a l'énergie sous-sol et sur le sol. Ouais. D'accord? Et on doit profiter de ce qu'on a et on doit planifier. Qu'est-ce qu'on doit faire d'ici 2025, 2027 et vous avez cité le ralentissement économique, il touche tous les secteurs et on voit ce qui se passe d'ailleurs pas uniquement en Allemagne mais dans un certain nombre de pays européens. Comment par exemple des stations de ski, pour citer un peu des exemples anecdotiques, ont cessé de fonctionner cet hiver. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez d'électricité ou alors qu'elle est disponible mais elle n'est pas rentable parce qu'elle est extrêmement chère. Je reviens vers vous, Monsieur Kfeifi, vous avez cité un point très important qu'on a tendance parfois soit d'oublier, soit d'occulter, le marché africain. Nous n'avons pas uniquement un marché européen, mais nous avons un marché africain qui est en pleine expansion. Il y a plusieurs pays qui seront demandeurs d'énergie dans peu d'années et l'Algérie peut être justement ce fournisseur fiable et un partenaire stratégique. L'Algérie a la chance d'être au centre, même assez proche de deux grands marchés, l'un au nord, donc de l'ordre de 500 millions d'habitants, genre 450, 500. Et puis au sud, et juste à côté, le marché africain, de l'ordre de 1,4 milliard. Le chiffre que l'on peut avoir en tête, le niveau d'équipement, enfin, on le connaît. Il est faible, bien sûr, donc ce qui veut dire que l'Afrique aura besoin, dans quelques années, d'importer des biens d'équipement et en ce qui nous concerne donc dans un premier temps l'énergie. Le niveau d'électrification de l'Afrique est de l'ordre de 40-45%, peut-être 42%. L'Algérie il est à 98%. Or l'Algérie, cela signifie que ce soit Sonatrach ou Sonelgaz et leurs filiales ont une très bonne expérience parce que quand vous avez électrifié 98%, et puis les 40% pour le gaz naturel, on a l'expérience. L'Algérie a l'expérience. Donc le marché africain sera très très important. Dans quelques années, disons à l'horizon 2025-2030, où ça commencera. Et il y a le marché européen, en attendant, si vous voulez, aujourd'hui et demain, avec le gaz, mais demain avec l'électricité. L'électricité, on pourra l'exporter en Europe, que ce soit avec le courant qui est issu du solaire, et donc le courant continu. Il faudra juste un appareillage tous les 50-100 km pour adapter. Sinon, si c'est le courant alternatif, donc, que l'on peut faire à partir du solaire dans les centrales thermiques, tout ceci, l'Europe est demandeur. L'Europe ne fait pas de différence entre le gaz et l'électricité. Le gaz, il y a 3 grandes utilisations. L'industrie, avec donc l'électricité aussi pour l'industrie, l'énergie, donc les centrales thermiques, et le résidentiel. L'Europe sera toujours demandeur d'électricité. Donc que l'on peut fabriquer en Algérie, à partir du gaz naturel, et comme on l'a suggéré, on en a pour 100 ans, parce que le gaz, il sera demandé encore pendant des années et des années. Et l'Algérie
il faut redire, nous sommes un pays gazier. Et les coûts de production sont très compétitifs. J'allais dire très bas, mais très compétitifs au Sahara, soit aujourd'hui, demain ou après-demain. Il y a le gaz naturel, il y a les énergies renouvelables, le solaire illimité, tant que le soleil est là. À côté, il y a bien sûr l'éolien, mais l'éolien, on a, si vous voulez, ce qui est nécessité par l'éolien, c'est des vitesses entre 5 et 16 kilomètres à la seconde. Oui, à peu près 5 à 16. Dans certaines régions, alors donc Adrar est bon pour l'éolien. Mais ailleurs, non. D'ailleurs, on s'en rend compte en descendant à côté d'El Ibrahim, les pauvres éoliennes qui n'arrivent pas à bouger. Donc, si vous voulez, nous avons le gaz pour un siècle au moins. Nous avons le solaire. Tant que le soleil est là, c'est-à-dire encore 1 milliard d'années. C'est ça. Et pour le solaire, donc on va commencer par notre pays, pour l'électrification, enfin pour l'apport à l'électrification, et ensuite à partir de, disons, dans 2025, mais je dirais plus 2030, les coûts de fabrication de l'hydrogène à partir de solaire, ils seront très compétitifs. Or, l'hydrogène, les gens ne le savent pas, l'Algérie exploite de l'hydrogène dans ses usines du Nord depuis 1975. Si vous voulez, que dans les usines de thylène, de méthanol, d'ammoniac, les employés, enfin les travailleurs, connaissent l'hydrogène parfaitement. Donc nous avons ces matières de base, mais nous avons aussi l'énergie de demain pour le monde et surtout pour l'Afrique, le thorium. Le thorium, donc, il a été développé par les États-Unis il y a 40 ans, et comme il ne menait pas aux bombes nucléaires et aussi aux centrales nucléaires, disons, donc ils ont laissé de côté. Les spécialistes américains ont laissé de côté. Les Chinois l'ont repris il y a quelques années. Et ils ont démarré une usine de thorium l'an dernier, en septembre. Ça demande une grande maîtrise technologique. Une maîtrise technologique, mais le thorium, ce qu'il a de bien, il n'a pas besoin d'eau. Il peut être fait dans des petites dimensions, dans un garage, ou même pour allumer une ampoule. J'exagère un peu. Pour un village. Et le thorium contrairement au nucléaire, ne fait pas de saleté, contrairement à l'uranium du nucléaire. Donc, si vous voulez, nous avons le problème, c'est pas la technologie du nucléaire seulement. Elle s'achètera. Parce que les Chinois vont aller vers ça. C'est de faire dans des usines, de fabriquer, d'assembler une dizaine, une centaine d'usines de thorium. Or, c'est ce dont l'Afrique aura besoin. Et l'Algérie, elle est l'un des rares pays qui ont de la matière thorium en immense quantité. Monsieur Boutamine, c'est important ce que disait Monsieur Kefeifi. Il a parlé des besoins de l'Afrique, mais l'Algérie se projette vers d'autres partenaires. Le président de la République avait parlé de rejoindre le club des BRICS en 2023. C'est un autre marché, ce sont d'autres marchés, j'allais dire, pour l'Algérie. Exactement, c'est un marché prometteur pour l'Algérie. Mais juste en quelques secondes, pour juste rajouter ce qu'elle a dit M. Kefeifi, c'est que pour le marché, l'Algérie a vraiment opté pour aller voir le marché africain. Parlant d'énergie, il y a le TSGP qui va transporter le gaz entre le Nigeria et l'Europe, qui va passer du Niger vers l'Algérie. Il y a déjà un contrat qui a été signé, un MOU, Memorandum of Understanding, qui a été signé entre l'Algérie, le Nigeria et le Niger. Il y a aussi la dimension de la fibre optique. Il y a aussi la fibre optique qui va relier l'Algérie à Lagos directement. Il y a la route entre l'Algérie vers la Mauritanie vers Ain Ghazam aussi. Alors, il y a des projets prometteurs énergétiques aussi vers l'Afrique. Alors, revenons maintenant aux BRICS. C'est vrai, le président algérien a déjà parlé de ça. C'est quelque chose de très positif pour l'Algérie. Il a dit qu'aujourd'hui, le PIB algérien il est à 170 à 180 milliards de dollars. En 2023, normalement, on va atteindre les 200 milliards de dollars. Je crois que le BRICS va vraiment rajouter de la valeur pour l'Algérie. Surtout en question, l'Algérie, dans ce marché-là,
on doit attirer les Chinois beaucoup plus vers l'Algérie pour exploiter dans l'Iron Mine à Ghar Jbilat à Tindouf, qui va produire à partir de 2026-2027 plus de 40 millions de tonnes de fer. Alors il faut trouver un marché pour ça, pour ces quantités énormes. Et je crois que si l'Algérie va prendre part du BRICS, les pays du BRICS vont prendre vraiment, sera un marché prometteur pour l'Algérie. Alors, juste pour ajouter, parler de l'énergie. Si en 2022, en 2023, on aura 200 milliards de mètres cubes de PIB. Si on continue avec cette cadence, d'ici 7 ans, 10 ans, soi-disant chaque année, on aura d'ici 2027, soi-disant d'ici 2030, on va atteindre les 270 milliards de dollars, 200 milliards de dollars de PIB. Ça veut dire une augmentation de PIB de 50%. Il ne faut pas oublier, pour augmenter 50% de PIB, il faut augmenter aussi l'énergie avec. Aujourd'hui, on consomme du gaz à peu près plus de 50 milliards de mètres cubes. Si on consomme aussi plus 50% d'énergie, on va atteindre 75 milliards de mètres cubes dans 10 ans, d'ici 2030. Ça veut dire que l'Algérie produit 100 à 103 milliards de mètres cubes. Ça veut dire qu'il nous reste seulement 25% de notre production. Il ne nous reste pas beaucoup de choses à exporter. Et là, si M. Kfafi a parlé de ça, c'est là qu'on doit parler de la planification. L'Algérie, on doit remplacer la consommation d'électricité en Algérie par les énergies renouvelables. Ce n'est pas une option, c'est une nécessité. C'est une question d'existence énergétique pour le pays. On doit y aller vers ça. On doit freiner la consommation locale, la consommation grimpante d'énergie, d'électricité. Il faut y aller vers ce sens-là, vers l'exploitation des énergies renouvelables et garder une limite, parce que le président a parlé qu'on doit exporter 100 milliards de mètres cubes de gaz dans les prochaines années. C'est vrai. Mais on doit limiter ce qu'on appelle la consommation interne qui augmente du jour à jour, et on doit la remplacer par les énergies renouvelables. Comme vous le savez, on génère de l'électricité en Algérie à partir du gaz, 100%, 99%. Alors, il faut garder cette énergie, il faut la remplacer par le renouvelable, par le solaire, bien évidemment, parce que c'est l'énergie qui vraiment qui rajoute de la valeur en Algérie maintenant, et il faut penser à l'avenir. D'ici 2030, si on veut garder 50 ou 100 milliards de mètres cubes à l'export, on doit immédiatement investir dans les énergies renouvelables pour préserver cette énergie. Monsieur Kfafi, Monsieur Boutamé nous a rappelé ce qu'on disait avant cette émission, justement, la nécessité de planifier. Aujourd'hui, on parle dans les grandes puissances, les pays pas uniquement émergents, mais les pays capitalistes qui parlent de planification écologique. Comment imaginer le monde et nos consommations et nos besoins 2030, 2040, 2050, voire 2100. Enfin, vous avez raison. L'une des ressources que nous avons un tout petit peu négligée, c'est la ressource humaine. Cette ressource était utilisée, comme je le disais, il y a plusieurs décennies. Nous avions un excellent outil de planification. La planification, effectivement, ce n'est pas lié seulement au bolchevisme, c'est lié aux plus grandes sociétés, plus grandes entreprises mondiales. Nous devons planifier. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas une seule route qui s'impose à nous. Nous avons la chance en Algérie d'avoir plusieurs ressources, plusieurs options. Et nous avons des marchés différents. On voit que les marchés changent. Qui aurait dit qu'il y aurait ce grave problème en Allemagne et aussi en Europe pour le gaz naturel ? Il y a quelques années, 2 ans, on parlait d'hydrogène. On parlait de 2025, 2030. Or, maintenant, si vous voulez, il y a cette diversification et qui profite à l'Algérie. L'Algérie a la chance d'être assise sur des gisements où il y a l'ensemble des options qui peuvent se présenter. Donc, il faut choisir les meilleures options en termes de coûts, en termes de rentabilité et aussi dans le temps. Donc des processus arborescents.
l'Algérie doit aller vers cela. Nous avons la chance, c'est le plus important, il y a les marchés. Nous devons aussi, c'est là où il devrait y avoir une volonté politique, autre que technique, qui s'exerce, autre que vendre du gaz. C'est d'amener les entreprises étrangères, non pas à venir en Algérie parce qu'ils aiment l'Algérie, mais à délocaliser parce que ça coûte beaucoup moins cher. L'Allemagne, dans quelques années, je ne sais pas si elle fait de l'aluminium, j'imagine qu'elle en fait, des engrais elle en fait, BASF, Badish, Anneling Soda Fabrik, fait aussi des produits chimiques, mais y compris avec nos produits. Ouais. Ils font du polypropylène à Tarragone, avec notre propane. Je parle de BASF. Yeah. Et de la future Turquie, peut-être. Hein. Donc il y a un mot, je ne peux pas le traduire, c'est délocaliser. Il ne faut pas amener les entreprises étrangères, leur démontrer que c'est leur intérêt de délocaliser. Qui a un véritable avantage comparatif en Algérie, et c'est venir en Algérie n'est pas aller à l'aventure, mais venir dans un pays sûr, qui a des partenaires sûrs et qui a toujours honoré ses contrats, surtout avec la nouvelle loi sur l'investissement, qui garantit aux investisseurs étrangers et qui leur donne une dizaine d'années, qui leur permet justement de se projeter sur 10 ans. Et ça, c'est un point très important. Nous arrivons à la fin de cette émission. Je vous pose une dernière question sur l'avenir. L'avenir à travers le monde. Nous allons consommer forcément plus d'énergie parce que nous allons tous être connectés bientôt. Le monde entier sera connecté à la 5G. La 5G, c'est la connexion des objets. Et nous allons aussi vers des voitures électriques. Qui dit voitures électriques, des plus d'énergie, parce que les voitures électriques roulent avec de l'énergie. Donc, quel besoin pour les prochaines années, et surtout la position de l'Algérie aussi, M. Potami? Je crois que la consommation d'énergie augmente du jour à l'autre. Ce qui va se passer dans l'avenir, je crois qu'il y aura une orientation vers les énergies renouvelables, mais il ne faut pas oublier que le monde ne pourra pas atteindre zéro émission de CO2 d'ici 2040-2050. Impossible. C'est irréalisable. C'est irréalisable. C'est des mensonges. C'est vraiment des mensonges, à mon avis. Alors, pour être logique, plus technique, il faut que les énergies renouvelables et les énergies fossiles prennent le même chemin en parallèle. Ça veut dire d'un côté, on développe les énergies renouvelables et d'un côté, on utilise les énergies fossiles. Bon, les énergies renouvelables, c'est beaucoup plus pour générer de l'électricité. Mais pour les énergies fossiles, c'est pour la fabrication, c'est pour comment ça s'appelle, les fertilisants, pour le rubber, le caoutchouc, le plastique. Alors, on peut pas, d'ici 30 ans, 20 ans, on ne peut pas fabriquer, par exemple, une roue. Un avion, on aura besoin des roues pour une voiture, pour un avion. Alors il faut qu'on soit logique. C'est ça la logique. Alors il y aura toujours un besoin énorme d'énergie, mais je crois, si vous me permettez, d'ici quelques années, 4 ans, 5 ans, je pense, à mon avis, maintenant la Chine et l'Inde achètent le pétrole et le gaz avec des prix très bas. L'Europe, elle l'achète avec un prix très haut. Ce qui va se passer maintenant, c'est les investisseurs européens qui vont aller en Chine pour s'installer là-bas, pour installer une industrie là-bas. Une grande industrie qui sera dans l'avenir en Chine et en Inde. Et c'est ce qui va créer une compétitivité entre l'Europe et l'Asie. Et je crois si l'Algérie va, le BRICS, on va prendre ce chemin-là. Et j'imagine que la Chine, comme l'Inde et comme l'Algérie, on pourra attirer beaucoup d'investisseurs ici parce qu'on a de l'énergie avec un coût très très compétitif sur le marché international. Monsieur Kefaifi, même question, projection pour les prochaines années avec ce besoin de plus en plus grandissant de consommation mondiale. Eh bien, l'Algérie, je pense qu'elle est bien placée. Ce sont des marchés qui s'ouvrent à nous que nous n'avons pas suffisamment exploités. Mais je reviens toujours à dire, voilà ce qu'il nous faut, c'est de la planification. On en a fait un peu, comme par exemple ces 20 dernières années. Ce qu'on a pu trouver, c'est ce qui gênait. Ce n'était pas l'absence de diversification ou le poste pétrolier. Ce qui gênait l'économie algérienne, c'était au niveau
de la productivité totale des facteurs. C'est un concept qui est connu en économie. L'Algérie doit s'ouvrir d'abord. L'Algérie doit planifier, ensuite elle doit s'ouvrir, et nous avons tous les éléments pour réussir, et surtout, des ressources humaines. Des ressources humaines qui ne sont pas suffisamment... Cette ressource n'est pas suffisamment connue en Algérie. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Nous avons eu un débat extrêmement stimulant. Ali Kefaifi, vous êtes expert en énergie et stratégie économique. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Et Chouaib Boutamine, vous êtes également expert en énergie. Merci de nous avoir éclairé ce soir sur les prochaines années et sur la stratégie aussi de notre pays à se positionner comme un acteur incontournable dans le domaine énergétique. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Elle a été réalisée par Hassan Chakouri. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver à partir de jeudi prochain pour le journal de 19h et lundi prochain pour un autre numéro de l'Heure Écho. Belle soirée.